3, 2, 1... Salut tout le monde, comment ça va en ce samedi? Moi c'est plutôt la forme parce que je suis ravi de poursuivre l'une de mes séries préférées sur cette chaîne, les Airball Projects. Et oui, la draft doucement approche, et je me dis que c'est très cool en ce moment de parler, entre autres, des futurs joueurs qui vont arriver en NBA. Alors après qu'on ait parlé de Victor Wembanyama ensemble la dernière fois, lundi sur Twitch, vous avez décidé qu'on enchaîne avec Scoot Henderson, le probable numéro 2 de cette draft 2023, qui certes fait un peu moins de buzz mais affiche tout de même un profil sacrément affolant. D'où vient-il? Quelles sont ses principales qualités? Et quels sont les points qu'il devra travailler? Et puis en parallèle, on peut se demander, dans quelle équipe fitterait-il le mieux? À quel joueur du présent ou du passé pourrait-on le comparer? Et surtout, à quoi ressemblera son avenir dans la Grande Ligue? Ça en fait des questions auxquelles il va falloir répondre, et vous captez qu'avec un sujet comme ça, le risque de airball est immense. Mais honnêtement, je m'en fous, c'est le jeu de se jeter à l'eau, alors on ne perd pas plus de temps et c'est parti. Scoot Henderson est-il le vrai crack de cette cuvée de draft? Alors pour commencer, Scoot, ou plutôt Sterling Henderson, de son vrai prénom, parlons-en. Le gamin est né en février 2004, et quasiment jour pour jour, il est un mois plus jeune que notre prospect français Victor Wembanyama. Né en Géorgie d'un père coach de basket et d'une mère qui bosse dans l'administration hospitalière, il a pu profiter très jeune, comme ses 6 frères et sœurs, du fait que ses parents possèdent une salle de sport près de New York, où il a vite déménagé. Si 3 de ses sœurs, quand même, ont joué en division 1 universitaire, lui a probablement encore plus pris ce sport au sérieux. Très jeune, en grand fan de Kobe Bryant qu'il était, il a voulu s'inspirer du Mamba, se levant à 5h du mat pour choper les clés de la salle de ses parents et aller s'entraîner. La motivation pour percer était grande, c'est probablement ce mental qui l'a poussé jusque-là et qui le pousse encore aujourd'hui. En high school, à Marietta, Scoot partageait le terrain avec l'un de ses grands frères, CJ, mais très rapidement, le gamin a montré qu'il possédait un niveau bien supérieur. Malgré son jeune âge, en 2020, en tant que sophomore, l'adolescent plantait 49 points dans un match, ainsi que le panier de la win pour permettre aux siens de s'imposer 92-91 dans un match du premier tour d'un tournoi à élimination directe. Grande classe, surtout que l'année suivante, avec une nouvelle grosse perf, cette fois-ci à 53 points, il a réitéré, un tueur. Évidemment, il devient une immense sensation lycéenne. Il remporte un paquet de distinctions individuelles, et évidemment, au vu de sa précocité, il est scruté par tout un paquet de scouts NCAA. À la fin de sa saison junior, les offres de gros programmes de division à universitaire ne manquent pas, et alors que Auburn et Georgia semblent les mieux placés, il envoie finalement tout valser pour rejoindre la G-League, au sein de la Ignite Team, à seulement 17 ans, devenant alors le professionnel le plus jeune de l'histoire du basket aux États-Unis. Même si à ce moment-là, il sait qu'il ne pourra pas être drafté avant l'année 2023, il se dit que jouer chez les pros pendant 2 ans est probablement l'expérience qui lui correspond le plus, et on peut le comprendre. En G-League, il pourra déjà avoir un avant-goût de ce à quoi ressemble la NBA, gagner en expérience et continuer à faire monter sa cote en vue de la draft en disputant des matchs diffusés sur la télévision nationale. Et le pire, c'est qu'il assure méchamment, même s'il manque le début de la saison en raison d'une blessure aux côtes, dès son 2e match, il explose avec une perf à 31 points. Là, vous pouvez l'imaginer, le buzz devient alors assez phénoménal autour de lui. C'est ça d'ailleurs qui nous avait poussé l'année dernière à faire une vidéo à son sujet sur la chaîne YouTube de Basket Info. Puis le truc, c'est qu'il continue, avec 22 points lors de son 3e match, puis 27 encore lors du suivant. Le gamin est incroyable. Et même s'il connaîtra une petite baisse de régime par la suite, cela lui permettra tout de même de participer au Rising Stars 2022 lors du All-Star Weekend organisé par la NBA. Pas mal quand même. Il finira sa première saison chez les pros avec plus de 14 points, plus de 4 rebonds et plus de 4 passes en un temps de jeu de 25 minutes en moyenne. Quand on se rappelait de son âge, on se rendait compte que c'était quand même très propre. Il nettoie la pire saleté, même le gras pour mieux briller. Pour sa saison 2 en G-League, normal, il est donc attendu très fort, surtout qu'en octobre, 2 matchs sont organisés à Las Vegas contre les Metropolitans de Victor Wembanyama, son principal rival. À cette occasion, il se montre encore une fois, terminant à 28 points, 9 passes et 5 rebonds lors de la première rencontre conclue par une victoire des siens, avant de devoir quitter son équipe lors du premier quart du match suivant en raison d'une blessure au genou. Là, de toute façon, cette saison, on s'en est rendu compte. La priorité numéro 1, c'était sa santé. On ne prenait aucun risque et au moindre petit pépin, on préférait le laisser sur le côté. Même s'il a terminé sa campagne joliment, avec plus de 17 points et 6 passes de moyenne, il n'a joué que 25 rencontres. Et là, alors que la Ignite Team est éliminée de la course dans les playoffs de G-League, on sait d'ores et déjà que pour des raisons de sécurité, on ne le reverra plus sur les parquets d'ici la draft.
Cela ne l'a pas empêché à nouveau de participer au Rising Stars 2023 et de commencer à se faire très bien voir par les sponsors, lui qui a déjà signé un deal de plusieurs années avec la marque Puma. Et là, même si l'échantillon de matchs joués par Scoot Henderson en G-League reste relativement faible, il nous laisse quand même une belle impression de voir ce que ça peut donner dans le futur, ce joueur en NBA. De toute façon, il suffit un peu de regarder les mock drafts pour voir à quel point aujourd'hui son potentiel semble sûr. Mis à part NBADraft.net, qui vous le savez n'est pas le site que je trouve le plus juste, généralement, concernant les mock drafts, tout le monde, absolument tout le monde imagine que Scoot Henderson sera choisi avec le deuxième choix, derrière Wemby. Beaucoup d'observateurs s'accordent même pour dire que dans beaucoup de QV récentes, sans l'intérieur français, Scoot aurait été un top 1 no-brainer, c'est dire à quel point son niveau est respecté. Sauf que constater ces choses-là, c'est bien, mais comprendre pourquoi il est tant apprécié de la part des scouts, c'est encore mieux. Voilà pourquoi, à partir de maintenant, on va parler de son jeu, essayer d'évoquer ses principales qualités, mais aussi les points majeurs qu'il devra travailler pour passer au niveau supérieur. Et moi, le premier truc qui me choque quand je le vois, c'est son physique. Ok, quand on regarde à combien il est affiché, soit 1m88 pour 88 kg, ça peut paraître léger et sous-dimensionné, mais regardez à quel point il est tanké, costaud et musculeux à seulement 19 ans. C'est un truc de ouf, ça se voit qu'il a passé du temps à la salle, et ça, déjà, ce physique NBA ready, ça l'aide énormément en G-League. Pour moi, il est tout simplement l'un des prospects les plus explosif que l'on ait pu voir depuis bien longtemps. Le mec peut démarrer avec une vitesse folle, avec un premier pas incroyable, et s'ouvrir d'énormes opportunités après avoir laissé tout le monde sur place pour conclure dans la peinture. J'adore. En fait, ce dynamisme sur ses démarrages lui permet de freeze absolument tout le monde lorsqu'il accélère, mais en plus de ça, son buste lui permet d'encaisser le contact divinement bien dans la peinture. Ça, on le développera mieux plus tard, mais clairement, ça lui apporte un talent absolu au niveau de la finition. Avec lui, le spectacle est garanti, et pas qu'un peu. En vrai, j'ai l'impression que ceux qui le critiquent pour son manque de taille ne l'ont pas vraiment vu jouer. Pour moi, ses qualités athlétiques, sa musculature et sa détente compensent son manque de centimètres de la meilleure des façons, et à mes yeux, ce ne sera absolument pas un souci, du moins offensivement, quand il arrivera en NBA. Le mec avec son physique est omniprésent, peut batailler au rebond, s'imposer grâce à son dynamisme, et encore une fois, aller conclure près du cercle, quelle que soit la défense proposée, c'est fort. De plus, coucou Kawhi Leonard, on sait à quel point avoir des grandes mains est un vrai avantage lorsque l'on joue au basket. Scoot Henderson a beau mesurer seulement 1m88, il n'a aucun mal à saisir la gonfle d'une seule main, pour s'amuser avec, faire des feintes et conclure. Ça, c'est un vrai point fort encore. Ouais, pour ce jeune joueur, ne vous fiez pas aux chiffres, ce serait une erreur. Son physique peut définitivement représenter une arme fatale dans le basket de haut niveau. Et puis vous l'imaginez, c'est souvent le cas pour les mecs super athlétiques comme lui, la transition et le jeu rapide font partie de leurs points forts. Scoot n'échappe pas à la règle, avec une capacité à se projeter vers l'avant complètement létale après un rebond défensif. Pour scorer, le gamin n'a besoin de personne. Et puis après, même quand ce n'est pas lui qui prend le rebond ou récupère la balle, il sait tout de même se rendre très utile. Le mec est trop vif, constamment, mais constamment il court, sans jamais s'épuiser. Il en devient une option incroyable pour conclure sur contre-attaque. Quand tu allies rapidité et puissance comme lui, tu en deviens un joueur complètement supersonique. Et puis évidemment, vous imaginez que ça peut vraiment lui faciliter la tâche en ISO également. Avec son premier pas, son énergie, mais aussi ses changements de rythme, avec ou sans la balle, créer la distance semble simple comme bonjour avec lui. Espérer le suivre en 1 contre 1, c'est vraiment une mission, qui semblera compliquée même pour les défenseurs les plus aguerris en NBA. Surtout que le secteur dans lequel il a énormément progressé cette année, c'est le jeu en mid-range, qui est devenu l'une de ses spécialités. Vraiment, ça se voit qu'il a taffé, et plus le temps passe, et plus il devient régulier sur ce genre de tir en pull-up. Une vraie horloge. Son spot favori, il le connaît parfaitement, c'est l'elbow, et jamais il n'hésitera à y accéder pour sanctionner après un écran. Et puis même sans pique, de toute façon, il sait se débrouiller seul, ce qui est encore plus balèze. En se positionnant tranquillement dos au panier, il pourra dribbler, en protégeant le ballon et en avançant, pour là encore retrouver sa zone de confort. Connaître aussi bien ses forces et les maîtriser avec autant de précision, c'est déjà un signe de très grande maturité. De plus, son handle, sa lecture du jeu et son arsenal de feintes le poussent encore plus haut dans le domaine. Pour se trouver des tirs, Scoot est un crack. Du dribble au tir en passant par les feintes, tout est précis, tout est équilibré, et Henderson s'est fait une spécialité, tel un chirurgien, de disséquer les défenses adverses. This is going to require some serious surgery. Et évidemment, vous pouvez l'imaginer, toutes ces qualités, notamment ses qualités athlétiques, lui permettent sans souci d'accéder au cercle. Percer le premier rideau semble être d'une facilité déconcertante pour lui, tandis que la suite se gérera très bien grâce à son toucher et à la force de ses appuis. Pour ce qui est du 1 contre 1, de l'ISO, qu'est-ce que vous voulez de plus? Son handle, son intelligence de jeu et sa vitesse le placent bien souvent un cran au-dessus de la plupart de ses adversaires. Quand il se met à dribbler, avec
avec sa parfaite gestion des tempos, et qu'il met son petit coup de rein là, il devient limite impossible à contenir, même pour les défenseurs les plus talentueux. Il est un vrai joueur de one-on-one, qui donnera le tournis à ses adversaires, assurément, même au niveau supérieur. Sauf que tous ces skills, elles sont cool, mais elles seraient inutiles sans une véritable qualité à la finition, et ça tombe bien, ça fait partie des spécialités de Scout là encore. Le mec est super créatif, et lorsqu'il drive, il n'aura aucun mal à trouver l'accès au cercle le plus adéquat, pour potentiellement finir en violence. Là encore, son éventail est très développé, et même face à un adversaire comme Victor, il arrivera à trouver la place. Lorsqu'il arrive à toute vitesse lancée, il saura contrôler son corps dans les airs pour placer l'un de ses fameux up and unders, qui n'ont aucun secret pour lui. En fait, cette finesse, elle est assez appréciable, parce que les énormes dunkers comme lui ont souvent tendance à ne chercher qu'une seule chose, l'énorme poster. Ce ne sera pas le cas de Scout, qui lui pourra alterner, en terminant avec un toucher hyper développé, lorsqu'il jugera ça plus efficace. Et la question que vous vous posez là, c'est est-ce qu'il est capable de faire ça des deux mains, lui qu'on voit très souvent conclure de la main droite. Ne vous inquiétez pas de soucis là-dessus, il l'a montré à de nombreuses reprises, sa patte gauche est tout aussi soyeuse que l'autre, c'est kiffant. Que ce soit dans ses courses ou dans les airs, Scout est trop vif, trop explosif, trop gainé, et même trop habile pour être stoppé facilement. Voir qu'en G-League, même face à des gars plus grands, plus physiques et surtout bien plus âgés ou expérimenté que lui, il trouve toujours une solution, c'est quand même super prometteur. Ajoutons à ça qu'il est tout à fait capable de provoquer des fautes et qu'en moyenne, il tourne à 75% de réussite au lancer franc et ne nous mentons pas, des qualités au scoring, ça en fait un bon paquet. Ce gamin n'aurait-il donc aucune faille dans son jeu offensif? Eh bien si, évidemment que si. Heureusement qu'à 19 ans, il a encore des choses à taffer, à commencer par son shoot extérieur. Actuellement, les progrès sont réels et son pourcentage, qui était à 21% la saison passée, il l'a augmenté de 11 unités. Sauf que le souci, on s'en rend compte, c'est qu'il n'est pas encore tout à fait serein à longue distance, et sa régularité en pâtit. Malgré une mécanique pas dégueu, même si elle est encore en chantier, les écarts sont parfois trop importants pour qu'il soit une valeur sûre. Du coup, ça se voit. Parfois, il refuse de tenter sa chance, préférant dribbler, s'approcher du cercle, allant vers ses spots préférentiels en mid-range. Après, moi, je vais pas lui reprocher ça, c'est plutôt intelligent même de réussir à s'adapter de la sorte. Ceci dit, s'il veut vraiment avoir tout le package, il va devoir continuer à taffer cet aspect du jeu, et continuer d'enchaîner les répétitions pour devenir une vraie menace. On verra ce que ça donne, mais ses bons pourcentages au lancer et sa gestuelle fluide et rapide me laisse plutôt bon espoir pour la suite. Après, j'ai également quelques questions concernant sa capacité à jouer off-ball. Par contre, attention, j'apprécie qu'il puisse bouger et se démarquer loin du ballon, mais bien souvent, c'est afin de prendre le contrôle, pour prendre le relais à la création. Courir pour se libérer, il sait le faire, mais cut pour proposer des solutions près du panier, il le fait beaucoup moins. Je ne dis pas qu'il en est incapable, mais plutôt que le voir se démarquer vers le ballon, j'aimerais le voir se démarquer plus souvent vers le cercle. Il montre quelques flashs de temps en temps, mais ce genre d'action reste très rare. Scout préfère les paniers non assistés, qui représentent les 2/3 de son scoring. En NBA, il aura également plus de joueurs qui ont besoin de la balle pour exister, et une adaptation sera probablement nécessaire. Ce genre d'action, pour être honnête, je ne les ai pas trop vues en l'observant, et vu qu'en parallèle il n'est pas un catch and shooter, il devra sûrement taffer dans le jeu off-ball. Sauf qu'on le sait, être un bon attaquant en NBA, et surtout au poste de meneur de jeu, ce n'est pas seulement marquer des points. Créer pour les autres, passer la balle, et se comporter en chef d'orchestre, c'est essentiel également pour un point guard, et ça tombe bien, dans le domaine, Henderson se débrouille plutôt bien. Mais moi, avant de vous parler de son playmaking, vous avez l'habitude, il faut que je vous pose la question traditionnelle du samedi. Êtes-vous bien abonné à cette chaîne YouTube? Si vous aimez mon contenu, et que ce n'est pas le cas, allez-y là, s'il vous plaît, je vous laisse quelques secondes pour ça. Ça apporte énormément de force pour mon travail. C'est comme le pouce vers le haut, c'est gratuit pour vous, et pour moi, ça veut dire beaucoup. Alors let's go, je compte sur vous, on y va, on le fait exploser ce foutu bouton rouge. Mais bref, revenons à Scout Henderson, et depuis le début de cette vidéo, vous l'avez compris, il est un maître pour ce qui est de manipuler les défenses. Ses lectures de jeu et son QI basket sont ultra développés pour son âge, et croyez-moi, ses coéquipiers savent en profiter. Malgré son profil de très gros scoreur, il reste un vrai meneur de jeu, un facilitateur, avec une très bonne anticipation des mouvements de ses potes. Sa vision est très bonne, et là encore, dans sa panoplie, il possède toute une variété de passes. Il profite de ses grandes mains pour protéger son ballon, patiente, et envoie des caviars au cutter, en mode laser, pile au bon moment, un régal. Parfois, le gamin arrive à anticiper des trucs que même nous, avec une vision périphérique, on ne voit pas. Il profite de son côté hypnotiseur pour attirer toute la défense à lui, et là encore, il saura lâcher la gonfle à ses potes qui n'auront plus qu'à conclure. Vraiment, ses instincts à la passe sont excellents, et à mes yeux, on n'en parle pas assez. Son talent de scoreur vraiment lui permet de fixer très souvent les défenses, pour ensuite réellement profiter des mouvements de ses coéquipiers. Faire ça, ça demande un vrai QI à la passe, surtout qu'en plus de ça, Henderson semble constamment avoir les yeux partout.
Si un shooter est libre dans le corner, Scoot saura non seulement faire en sorte qu'on l'oublie, mais il pourra aussi le trouver avec une précision chirurgicale. Sur drive and kick, il excelle vraiment, mais ce n'est pas tout. Malgré sa rapidité, qui pourrait le pousser à se précipiter, j'apprécie énormément la patience qu'il peut avoir sur jeu placé. Sur pick and roll, il est un floor général, qui ne précipitera rien et attendra toujours la bonne fenêtre, la bonne opportunité. Malgré la pression qu'il reçoit de la part des défenses adverses, son dribble sûr lui permet de garder son calme et de ne jamais paniquer. Il place les joueurs, annonce les systèmes et grâce à sa vitesse et à sa tête levée, il est à l'origine de tout un tas d'actions collectives. Je le répète, je sais, mais j'y tiens. Ceux qui pensent que Scoot Henderson est juste un scoreur se trompent complètement. Il est aussi un véritable point guard, assurément capable d'agir en chef d'orchestre sur jeu placé. Par contre, si je devais évoquer une petite limite, liée à ça, elle serait dans ce que j'ai décidé d'appeler l'alternance. Si on schématise, c'est comme si Scoot Henderson n'arrivait pas vraiment à s'adapter en direct pour faire face au mieux aux situations proposées, soit en tant que playmaker, soit en tant que scoreur. Bien sûr, sa patience est cool, ça lui permet de faire de bonnes passes, mais quand il enfile le costume du caviar Deezer, on a l'impression qu'il oublie toutes les possibilités qu'il peut s'offrir en tant que scoreur. Comme si d'un coup, quand il switchait son cerveau en mode playmaker, il oubliait toute cette agressivité au scoring qui pourtant est sa principale signature. Et le truc, c'est que l'inverse est vrai aussi. Quand il se met en tête d'aller marquer, il peut parfois en oublier ses coéquipiers. Après, je vous vois venir, ceux qui parlent déjà de sa tunnel vision ou de son côté croqueur. Mais calmez-vous. Si c'était le cas, il ne serait pas le meilleur passeur de son équipe. Non, moi je pense qu'il doit encore gagner en expérience et en maturité pour trouver des adaptations sur le tas, lui qui parfois donne l'impression de trop prévoir dans sa tête ce qu'il fera à l'avance. Tout ça, pour moi, ça peut être partiellement lié à une certaine discipline qu'il pourra acquérir avec l'âge. Là-dessus, après, rien de rédhibitoire, vu qu'on parle d'un gamin de seulement 19 ans qui joue au poste de meneur de jeu et qui déjà, à mes yeux, est très mature. Mais quand même, il faut le soulever parce que ça peut se ressentir dans différents secteurs du jeu. Déjà, on ne va pas se mentir, même si globalement Henderson a des pourcentages corrects, sa sélection de tir n'est pas toujours optimale. Son pull-up en mid-range, on l'a compris, c'est l'une de ses armes principales, et vu comment il arrive à créer la séparation grâce à son explosivité, ça devient limite indéfendable. Enfin, indéfendable, sauf pour des freaks comme Victor, qui possèdent une envergure immense et qui sauront très bien revenir là-dessus. Après, je l'avoue, jusqu'à aujourd'hui, à part Wemby, je n'ai vu personne d'autre réussir à le gêner sur ses mid-range, mais peu importe. En NBA, Scoot croisera sur sa route des albatros presque tous les soirs, et face à eux, il faudra s'adapter, trouver des solutions. Face à Victor, il a eu un peu tendance à trop insister là-dessus, et à chercher la facilité, et comme vous le voyez, ce n'est pas passé. En fait, ce que j'aimerais chez Scoot et que j'appelle discipline, c'est que sa sélection ne soit pas toujours en mode automatique, toujours la même, quelle que soit la défense qu'il est en face. Maintenant, je le comprends quand je le vois insister là-dessus, vu comment il est capable de dominer grâce à ses shoots à mi-distance, mais la solution de facilité n'est pas toujours la bonne quand en face de toi, tu as des défenseurs qui, eux, s'adaptent. Son adresse a beau être excellente sur ses pull-ups, il faudra se faire violence. Pour moi, il en prend trop souvent qui sont contestés et qui sont évitables. Le mec est tellement capable de finir près du cercle qu'on aimerait qu'il le fasse encore plus souvent. Dans ce genre de situation, il est limite inarrêtable avec ses explosivités, sa détente, son buste, sa musculature et son toucher. Ses flotteurs compliqués, comme il en prend de temps en temps, il n'en a pas besoin, et j'aimerais qu'il les gomme définitivement de son jeu. Pour ça, il faudra se discipliner donc, en apprenant à jouer encore plus sur ses forces, mais aussi en apprenant à prendre un peu plus soin du ballon. À certaines reprises, ça semble tellement simple d'accéder à la peinture pour Scoot qu'il en oublie de protéger la gonfle. Attention à ça. Ce sont des détails, bien sûr, d'autant plus pour un si jeune joueur, mais en NBA, on le sait, chaque détail compte. Surtout qu'en plus, ça va, un peu plus de 3 pertes de balles en moyenne en G-League. Vu son utilisation, c'est loin d'être catastrophique. Mais quand même, il pourrait s'améliorer dans le secteur et en éviter pas mal d'entre elles. Et puis, personnellement, ce manque de discipline, c'est encore plus en défense que je peux l'observer. Le gamin, que ce soit par sa vivacité, ses qualités athlétiques ou même sa longueur, possède tous les atouts pour être au moins un défenseur correct en NBA. Il est capable de poser de gros contres et de réaliser tout un tas d'interceptions. Mais on le sait, dans le basket, les chiffres et ces statistiques-là particulièrement ne font pas toujours tout pour faire un bon défenseur. Parfois je lui reproche de trop gamble justement, de trop chercher l'action défensive décisive, et ça peut le pénaliser quand il prend des fautes bêtes. En tentant ce genre d'action, il prend des risques, je trouve, qui ne sont pas forcément nécessaires. Et même si jusque-là régulièrement ça paye, je ne suis pas sûr qu'en NBA il puisse obtenir autant de succès en se jetant si souvent partout. Tout ça, si on en parle de façon plus globale, je le mets surtout sur le dos d'un certain manque de focus défensif. Les armes sont là pour être performants, mais il ne doit pas les surutiliser sous peine de se faire sanctionner et de se voir siffler des fautes évitables. Son gros moteur, son énergie et ses mains actives compensent largement, mais en NBA, je ne suis pas sûr que ce sera suffisant, surtout si ce n'est pas fait ou pas utilisé de manière constante. En défense, ça se voit, il ne joue pas toujours avec la même intensité que de l'autre côté du terrain et peut totalement abandonner après un écran. De plus, loin du ballon, il devra améliorer son placement, je pense, et ne pas rester focus seulement sur la gonfle. Parfois, il donne juste l'impression de suivre le ballon des yeux, oubliant complètement son vis-à-vis, et ça, non, quand il vieillira, ça deviendra interdit.
Après, encore une fois, calmons-nous, hein, je le répète, malgré son mètre 88, beaucoup d'outils sont déjà bien présents pour devenir au moins un défenseur correct en NBA. Ceci dit, même si la volonté et l'énergie c'est bien, quand le focus n'est pas là, que ce n'est pas apporté de manière constante, et qu'on choisit ses matchs, voire ses actions, on en tire tout de suite moins de bénéfices. Donc oui, même si dans les points qu'il aura à bosser, il n'y a jusque-là rien de rédhibitoire, je reste positif, car Scoot Henderson semble posséder un super mental, mais aussi une excellente éthique de travail. Quand il s'est rendu compte il y a un an que son shoot était son principal défaut, il a passé l'été à le taffer, et même s'il n'est toujours pas spécialiste, il n'est plus une fraude dans le domaine. Ça se voit dans son attitude, il a des ambitions, il veut aller loin, c'est un compétiteur, et c'est cool à observer. À force de taffer, on prend confiance en soi, et ça se voit que dans cet aspect-là, Scoot grandit de jour en jour, même dans les moments décisifs. Lorsque les moments chauds arrivent, il sait très bien se rappeler de quelles sont ses qualités, et où se situent ses spots. Le game winner qu'il a mis face au Squadron cette saison, alors que le score était de 124 partout, dans les dernières secondes, illustre parfaitement ce discours. Il a pris son temps, a attendu que les dernières secondes s'égrènent, a utilisé son explosivité pour démarrer, et c'était fini. Plus personne, même malgré le contact et la faute provoquée, ne pouvait l'empêcher de terminer au cercle. Son mental est bien accroché, c'est sûr, et dans les money time, on sait qu'on pourra compter sur lui. Ajoutons également que même si ses tentatives sont discutables, de plus en plus les 3 points ouverts, il les prend, et il les met, et on s'en rend compte. Scoot Henderson dans sa tête est au top, et c'est un gamin qui a très confiance en ses qualités. Bref, quoi qu'il en soit, maintenant, on a parlé de pas mal de choses, et je pense que son profil, vous en avez une image plus précise. Il est donc temps de passer à la suite. Et là, je sais que pour vous puissiez aller plus loin dans l'élaboration mentale que vous faites de ces prospects, vous adorez que je fasse des comparaisons, même si j'ai horreur de ça. Mais allez, pour vous, on y va, je me lance. Et dans la vivacité, le playmaking, mais aussi les difficultés à mettre dedans de manière régulière, le premier joueur auquel je pense, c'est De'Aaron Fox. Perso, je trouve pas mal de similitudes dans leur jeu. La grosse différence quand même, c'est que Scoot Henderson est beaucoup plus explosif, beaucoup plus costaud, et a un bien meilleur body control dans les airs pour résister lors de ses finitions. Du coup, je dois le dire, sur son premier pas et ses finitions en violence, je vois du Derrick Rose Prime, et même du Ja Morant, avec sa capacité à terminer dans toutes les positions, à absorber le contact, son agressivité, mais aussi dans sa faculté à bien distribuer le jeu. On est d'accord que jusque-là, il y a pire comme comparaison. Et vous savez ce qui est encore pire, c'est que je ne vais pas m'arrêter là, parce que pour moi, Scoot Henderson possède aussi quelque chose de très cool, que ces gars-là n'ont pas. Dans sa faculté de pull-up en mid-range, que j'adore, et qui, vous l'avez compris, est devenue sa spécialité, avec la façon qu'il a de toujours réussir à accéder avec intelligence à son spot préférentiel, j'y trouve du Chris Paul. On est pas mal là, non ? Maintenant, attention, je n'assure pas que Scoot aura la même carrière que tous ces All-Stars. Là, je parle du jeu, pas de la destinée. Quoi qu'il en soit, vous ne pourrez pas m'en vouloir désormais. Vous vouliez des comparaisons, vous en avez, et pas qu'un peu. Mais pour revenir à cette destinée, qu'est-ce qu'elle pourrait donner chez ce jeune prospect ? Eh bien, afin d'y réfléchir au mieux, je me suis dit que ce serait pas mal de penser au fit qui serait le mieux pour lui, parmi les équipes qui potentiellement pourraient disposer des top picks. Et là, en vrai, j'ai une idée assez évidente qui semble pointer le bout de son nez. Les Pistons sont Kate Cunningham, les Hornets sont LaMelo Ball, les Rockets sont Jalen Green, le Magic a Markelle Fultz qui commence à bien tourner. Bien sûr qu'à mon avis, si chacune de ces teams obtient le pick numéro 2, il ne faudra pas hésiter à prendre Scoot. Mais les lignes arrière, ce n'est peut-être pas leur priorité. Mais les Spurs, eux, ils ont qui à la main ? Trey Jones. Et même si je ne veux absolument pas manquer de respect à ce jeune organisateur de seulement 23 ans, qui a du talent en plus dans le domaine, soyons honnêtes, il ne dispose pas du tout du profil de superstar qu'affiche Scoot Henderson. Alors oui, après, on pourrait se dire qu'avec un coach comme Popovich, le meneur pourrait être bridé et ne pas être utilisé à sa juste valeur, lui qui a besoin d'une certaine liberté pour briller de mille feux. Mais prenons les choses dans l'autre sens, et souvenez-vous à quel point la discipline représente l'un des principaux aspects que doit bosser le meneur. Pop peut être le coach idéal pour le faire bosser là-dessus, et je suis assez persuadé qu'avec ne serait-ce qu'une saison entre les mains du tacticien, Scoot Henderson pourrait devenir une arme fatale. Du coup, une arme fatale, oui, mais à quel point ? Il est justement temps de se jeter à l'eau et de parler de son avenir. Pour moi, notre prospect du jour est, et de loin, le meneur le plus talentueux, mais surtout le plus complet de l'histoire des drafts récentes, au moins depuis Ja Morant, qui lui aussi a été choisi avec le pick 2, juste après l'OVNI que représentait Zion Williamson. Et là, en repensant à cette draft 2019, je me demande s'il n'y a pas un monde dans lequel on pourrait vivre le même genre d'histoire. Parce que oui, on y pense peu, mais si finalement ce n'était pas Victor Wembanyama la sensation de la prochaine draft, mais plutôt Scoot Henderson, pourquoi pas ? Perso, je suis persuadé qu'au vu de son profil unique, Wemby possède un plafond hallucinant, encore plus élevé, tandis qu'il faudra que les deux tombent dans les bonnes équipes pour se développer au mieux.
En revanche, il existe des doutes importants concernant Victor, notamment vis-à-vis de son physique, qu'il devra développer encore, et de sa capacité à rester en bonne santé. Peut-être pas au point de Zion, mais quand même. Scoot Henderson n'aura pas ce souci-là, lui qui en plus aura moins la pression s'il est drafté en numéro 2, dans l'ombre du joueur français. Ajoutons à ça qu'après 2 ans avec la N-Night Team, il a eu l'occasion d'avoir un aperçu du jeu NBA, et qu'il devrait arriver dans la Grande Ligue en toute confiance, sans avoir peur de personne, et ça en fait des éléments qui permettent d'être enthousiaste vis-à-vis de l'avenir du gamin. Pour moi, il est déjà NBA ready, et son plancher est très haut. En parallèle, même si son plafond peut être un poil plus bas que celui de Victor en raison de son côté un peu moins unique aussi, attention à ne pas le sous-estimer, car Scoot Henderson a aussi un talent exceptionnel, potentiellement générationnel. Le niveau est déjà présent, et sa marge de progression est tellement dingue, le mec peut carrément devenir un meneur élite dans la ligue, la pierre angulaire d'une équipe, qui peut viser de multiples sélections All-Star ou All-NBA. Alors oui, pour répondre à la question du jour, soyons francs, même si moi aussi, avec le first pick, je prendrai assurément Victor Wembanyama à la draft, je n'écarte pas l'idée. Si le français échoue vers sa transition vers la NBA, qu'il se blesse ou ne tombe pas dans le bon contexte, ce que évidemment je ne lui souhaite pas, ne nous le cachons pas, ça pourrait donc être bien Scoot Henderson, le vrai crack de cette prochaine draft. Voilà pour ce qui est de Scoot Henderson, et voilà, après celui sur Victor Wembanyama, pour ce qui est de ce deuxième Airball Project de la saison. Est-ce que ça vous a plu? Vous en pensez quoi de son profil et de son avenir? Et dans quel NBA vous le verriez atterrir? Dites-moi tout ça en commentaire, comme d'habitude, j'ai grave envie et je suis grave impatient de lire vos retours. Et tant qu'à faire, pour aller plus loin, vous voulez qu'on parle de qui les prochaines fois? Brandon Miller, les jumeaux Thompson, les 3 autres Français potentiellement envisagés au premier tour, il y en a du monde dans cette cuvée, et j'ai envie de parler de tous, donc dites-moi absolument qui vous voulez qu'on traite en priorité. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces vers le haut et on rédige ses meilleurs commentaires. Big up en tout cas à tous ceux qui sont restés jusque là dans cette vidéo, c'est super important pour la mise en avant, le watch time et le référencement sur YouTube, et merci à tous ceux qui continuent à soutenir sur Twitch et sur Tipeee. Vous êtes le sang de la veine, alors s'il vous plaît, n'arrêtez jamais, et si vous aussi vous voulez rejoindre cette Dream Team, toutes les infos seront dans la description. À très vite.